Vous allez nous rejoindre, s'il vous plaît, Violeta Moscalou. Vous êtes présidente fondatrice de Global Ukraine et très grande. Vous défendez l'Ukraine, évidemment. On vous connaît sur ces plateaux. Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Et pendant que vous vous asseyez, Michel Goya, expliquez-nous le trajet de ce drone qui, visiblement, non seulement est arrivé en Pologne, mais très profondément dans la Pologne. Oui, c'est-à-dire qu'il a volé sur une centaine de kilomètres. Alors, est-ce qu'on n'avait pas les moyens de l'abattre? Parce que c'est pas forcément si évident que ça d'abattre un drone, de le repérer, de le radariser et de l'abattre, donc ce qui est déjà un signe un peu de faiblesse, ou est-ce qu'on n'a pas osé de le faire, ce qui est un autre signe de faiblesse, sachant que c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Le pire étant certainement lorsque 2 hélicoptères biélorusses étaient fait un petit tour en Pologne et étaient revenus en Biélorussie, 2 hélicoptères d'attaque, des Mi-24. Ça paraît incroyable. Imaginons un instant, si c'était un drone russe qui soit entré à 100 km dans le territoire français. Il y a des villes à 100 km de la frontière. Oui, oui. Alors, c'est un drone Shahed. Un drone Shahed, oui. Un drone Shahed, c'est pas un drone Shahed, c'est pas un drone armé, c'est pas très. C'est quoi comme type de drone là? Pardon? On sait quel type de drone c'est? C'est pas très bien. C'est un drone d'observation. Si c'était un Shahed, ça aurait pu être un drone. Mais à ogive autodestructrice, je pense que le symbole, et on va peut-être découvrir que c'est effectivement un Shahed comparable à ceux dont on commente les effets dévastateurs en Ukraine quotidiennement, mais cette fois-ci, il est tombé en Pologne, en territoire européen. Et la différence de celui qui était tombé juste à côté de la frontière sur une porcherie, qui était manifestement un drone qui avait été dévié par un contre-drone. Là, il y a quand même quelque chose de délibéré s'il rentre sur plus de 100 km sur le territoire. C'est volontaire de la part des Russes cette fois. Ils ont volontairement défié l'OTAN en disant on entre chez vous. Violeta Moscalou, vous avez rejoint. Vous pensez que c'est le cas? Bonsoir. Moi, je pense que nous sommes dans une période où l'affrontement, il est inévitable, en fait. Il nous provoque depuis très longtemps. Poutine, il déclare clairement que les raisons profondes, il revient encore sur les raisons profondes. Je voulais juste rappeler que les raisons profondes, c'est l'impérialisme russe qui, au moment de la chute de l'ex-URSS en 91, n'a jamais reconnu la souveraineté des 14 autres républiques de l'ancienne Union soviétique et leur droit de décider de leur vie et de faire les alliances qu'ils veulent. Et je reçois à l'instant la précision d'Adrien Denis, qui pilote cette émission, qui nous dit un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré aux médias que le drone était bien une version russe du modèle Shahed fabriqué par l'Iran. Donc c'est quand même, on a un drone fabriqué par l'Iran. À part que je crois que c'était un leurre. Il n'était pas. Non, c'est un leurre, bien sûr que c'est un leurre. Mais il n'était pas armé. Il n'y a pas de charge explosive. Tout à fait. Mais ça aurait pu être effectivement. Ça reste un modèle très bien avoir une charge explosive. Parce qu'en fait, ils ont donc deux modèles. vous auraient pu avoir un drone avec une charge explosive sur 100 km. Est-ce que ça, ils ont techniquement, ils ont 2 modèles qui sont quasiment les mêmes de point de vue extérieur, sauf que le Shahed, lui, il porte la charge explosive, et l'autre, c'est juste pour attirer en fait l'attention des défenses antiaériennes pour les saturer et pour permettre aux drones qui portent la charge d'atterrir. En revanche, pour le moment, moi je voudrais ne pas s'emballer non plus, parce qu'il faudra voir d'où il venait. Parce que s'il venait de l'Ukraine, vous savez, l'Ukraine aussi agit sur le système de guidage de ces drones, qui sont perdus en quelque sorte en fait dans le ciel, et alors ils continuent à voler quelque part. Regardez la carte, rappelons la carte, pardon, parce qu'on est quand même très très loin du front là. Je veux dire, il a fait du chemin le drone pour. Ah non, mais il n'est pas loin de la capitale polonaise. Le Shahed, 100 km de Varsovie. Le Shahed, c'est 2000 km. Non, mais 500 km, pardon. Non, alors on est à quoi? 150 km de Varsovie, capitale de la Pologne. On n'est pas, comme disait Marc Semo tout à l'heure, à juste titre, dans une enceinte ou une emprise agricole à proximité de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Donc 2 options, et je dis sous l'autorité de mes camarades de plateau, soit on a un vrai souci d'interception du côté polonais, soit les radars de trajectographie ont bien identifié la munition, ont également identifié le point de départ et choisissent de ne pas le frapper. Vous soulignez la gravité. Si demain un missile, cette fois chargé, ou un drone arrive et abat un immeuble à Varsovie, il y a des morts sur le territoire de l'OTAN, en Pologne, on est dans une situation très grave. Oui, il y a eu 2 morts la dernière fois en Pologne, il me semble.
C'était un missile S-300 ukrainien qui avait été détourné et qui s'était écrasé en Pologne. Rappelez la gravité de ces moments. Bali, on est en 2022, je crois en novembre. Tout à fait. Et il y a cette scène incroyable. Regardez, on est en plein G20 et je crois que c'est dans la nuit, donc dans l'extrême. Parce que c'était la nuit du 15 novembre au 16 novembre. Moi, j'étais sur le plateau, je me souviens très bien. Et on va réveiller dans l'urgence les dirigeants principaux qui sont là au G20. Regardez, il y a Joe Biden à l'époque, Olaf Scholz, le Premier ministre espagnol, Emmanuel Macron bien sûr, le ministre des Affaires étrangères d'Espagne, Madame Colonna, le Canadien, il y a l'ancien secrétaire à la sécurité nationale, Jake Sullivan, il y a aussi Blinken tout à droite, et tous visiblement sont dans un état de tension extrême parce que faire si la Russie article 5, oui ou non. Là, c'est la première fois où, de manière très concrète, la question, elle est posée. L'article 4, plutôt. 4, parce qu'on consulte, 5, parce qu'on sollicite d'intervenir. Non, mais bien sûr. Alors, il y a cette réunion parce qu'il y a eu des morts, en réalité. C'est ça qui rend dans la ferme. Il y a eu 2 morts. Et rappelez-vous ce que disait Zelensky aussi à l'époque. Oui. Zelensky il monte au créneau, il communique très publiquement et il est rabroué par les Américains qui lui disent est-ce que tu pourrais te taire s'il te plaît sur cette histoire. Et ça passe très très mal parce que le sentiment que ça donne, c'est qu'on lui demande de taire une vérité au nom d'une vérité supérieure, qui serait celle de la victoire de l'Ukraine. Est-ce qu'on est en train, est-ce que les Russes possiblement testent petit à petit, c'est-à-dire que demain, si c'est un missile cette fois en Estonie, par exemple, un missile qui frappe Vilnius en Lituanie, de nouveau, les Occidentaux diront qu'est-ce qu'on fait, c'est pas si net, on hésite un peu. Ah oui, c'est un test. Bien sûr, c'est un test. Alors, c'est encore une fois, c'est pas la première fois, mais vous testez à la fois techniquement. Regardez, tiens, qu'est-ce qui se passe si on envoie un drone ? Là, visiblement, les Polonais ne sont pas capables de l'abattre. Au passage, si nous, Français, c'était sur le sol français, on serait très embêtés aussi. Et puis ensuite, surtout, un test politique. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce qu'ils combattent ? Est-ce qu'ils font comme les Turcs, dès qu'il y a un avion qui passe, russe qui passe dans le ciel, il est abattu immédiatement ? Est-ce que c'est comme les Américains en Syrie, lorsqu'il y a un bataillon de Wagner qui attaque une base américaine, est-ce que ce bataillon russe se fait foudroyer immédiatement par les Américains, ce qui calme les ardeurs? Là, on teste. Et là, en plus, c'est d'autant plus un test que par des drones ou des missiles, c'est signé. À la différence d'attaques hybrides, où on est toujours dans le flou, type les choses sur la toile, où il y a toujours le doute, ou même les câbles que l'on coupe, on ne sait pas qui a fait le coup. Là, le drone, c'est signé. En même temps, juste un point, mais il y a quand même des sabotages ou des tentatives de sabotage qui a eu lieu, où on a retrouvé qui ont été signé quand même. À Varsovie, ils ont fait brûler le plus grand supermarché dans la banlieue de Varsovie. Mais ce qui m'intéresse aussi avec ce moment, vous imaginez que ça se déroule au moment où vous avez les chefs d'état-major de toutes les nations otaniennes qui sont autour d'une table. C'est le comité militaire, c'est l'instance la plus élevée de l'institution. Ils reçoivent tous une alerte sur leur téléphone. Il y a un drone de type Shahed qui vient d'atterrir en Pologne. Qu'est-ce qui se passe ? On a vu tout à l'heure leur communiqué, ils envoient leurs pensées. Nos pensées aux soldats courageux en Ukraine. Bon courage, les amis. Un constat quand même qui s'impose, je suis désolée, mais si vous permettez, tant qu'on n'a pas changé de paradigme sur le fait qu'on arrête de dire que la Russie ne peut pas gagner cette guerre, mais qu'on change vers le fait que la Russie doit perdre cette guerre, parce que autrement la menace de cet ogre qu'a évoqué Emmanuel Macron, on aura faux en fait, parce que l'affrontement... J'entendais tout à l'heure, je regardais l'émission, est-ce que le sommet bilatéral Zelensky-Poutine aura lieu en Europe? Quels sont l'accord de paix? Quelle garantie? D'une part, je suis prête à parier qu'il n'y aura pas de sommet bilatéral Poutine-Zelensky, parce qu'il fera tout pour que ça ne se fasse pas. Il n'en a aucune envie. Deuxièmement, jamais de la vie Poutine viendra en Europe, parce qu'avec sa paranoïa et tout ça, jamais de la vie il prendra ce risque. J'attends la prochaine étape avec grande impatience, quand Donald Trump aura ras-le-bol et qui va demander maintenant, il faut que moi je sois médiateur, on se rencontre à 3, voir avec quel culot et quel argument Poutine dira non à Donald Trump. Mais dans tous les cas, on se dirige vers un affrontement déjà sur le point mal alpha, en fait, parce que Trump, à un moment donné, aura ras-le-bol de voir ces humiliations. Et du point de vue de la confrontation, on parle aussi du nucléaire, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on fasse tout pour que la Russie perde cette guerre. Et on rappelle qu'on a beaucoup changé. Les Européens disaient qu'il ne faut pas négocier avec Poutine, maintenant ils font exactement le contraire. On disait que c'était un narratif russe à l'époque.
l'époque. Maintenant, on fait ce qu'on appelait de la propagande russe. Et écoutez, le pays qui, en revanche, tient une ligne très méfiante à l'égard de Moscou, c'est la France, par la voix du président de la République. Et on va entendre ce soir aussi voir la réplique de la Russie qui a une fixette contre la France et contre Emmanuel Macron. Écoutez d'abord ce que disait le président de la République. Y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Voilà, l'ogre, dit Emmanuel Macron. Regardez la réponse qui passe par le biais de Medvedev, qui est toujours la voix la plus... Voilà. Le coq gaulois sans cervelle ne peut renoncer à l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, dit Medvedev. Il a été explicitement déclaré, pas de troupes de l'OTAN comme force de maintien de la paix. La Russie n'acceptera pas une telle garantie de sécurité, mais l'oiseau rauque et pathétique continue de chanter pour prouver qu'il est le roi du poulailler. Indiad, comment est-ce que vous comprenez le fait que la Russie et la France, chacune à un bout de l'Europe, soient devenues vraiment les plus marquées l'une contre l'autre? Oui, d'abord c'est une bataille de mots. Medvedev, c'est toujours celui qui va sur les réseaux sociaux pour exprimer de manière très ouverte ce que les gens veulent dire en Russie, enfin, notamment l'entourage de Vladimir Poutine, mais qui ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont une certaine prestance et ils ont un certain poste qui ne leur permet pas de s'exprimer de cette façon. Il s'était aussi pris le bec avec Donald Trump assez récemment, parce que Donald Trump, c'est pas non plus le genre à laisser les gens lui parler n'importe comment. En réalité, ce sont deux puissances qui se testent, qui chacune essaie de montrer que c'est elle qui décide dans son domaine de prédilection. Et c'est aussi notre cas finalement. Emmanuel Macron, il a besoin de montrer que c'est la France qui prend le leadership, que c'est la France qui est le chef de cette alliance des volontaires et de cette alliance des volontés pour soutenir l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que effectivement, Donald Trump, lorsqu'il a donné il y a quelques jours une interview à ce sujet, il a repris ce narratif qui est un narratif qui dit, et il l'a dit explicitement à Fox News, l'Ukraine doit devenir une zone tampon. Alors nous, ça nous choque en tant qu'Européens, mais chez Donald Trump et chez les Américains d'aujourd'hui, c'est toujours une solution et pour eux, il faut tout faire pour que l'Ukraine devienne cette zone tampon, pour que la Russie ne se sente pas encerclée. Renaud Girard, vous êtes avec nous, vous qui incarnez la réelle politique, vous êtes un commentateur du Figaro. Depuis combien d'années vous êtes éditorialiste phare du Figaro? 50 ans. J'ai commencé comme reporter. Mon premier reportage était à Chypre en 1984. C'était la guerre entre les Turcs et les Grecs. Et on tolérait déjà une occupation illégale d'une moitié de Chypre, comme quoi la durée... Est-ce que la France a raison, selon vous, d'être aussi marquée, de dire nous sommes la puissance, rappelant, non, ne vous y trompez pas, l'ogre Poutine attaquera de nouveau ensuite? La France... a raison de se méfier parce que la France a signé volontairement l'adhésion des pays baltes à l'Union européenne et a aussi accepté que ces pays baltes et que la Pologne entrent dans l'OTAN. Et donc la France doit respecter ses engagements et ses alliances. Et donc donc elle sait que c'est un peu inquiétant et qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir une victoire de la Russie en Ukraine parce que après cette éventuelle victoire, on ne pourrait pas éviter l'hypothèse d'une attaque ou d'un empiètement russe sur un pays balte, par exemple à Narva, là tout au nord, et qui nous obligerait ensuite à entrer en guerre. Donc en fait, la France a intérêt à ce que la Russie ne gagne pas cette guerre, en tout cas a intérêt à renforcer ses armées pour pouvoir en envoyer une partie en prépositionnement, c'est-à-dire dans les pays alliés, les pays baltes notamment, de manière à dissuader une fois pour toutes la Russie d'attaquer ses alliés français. Parce que ce n'est pas une fois qu'ils seront attaqués, ces alliés, que nous pourrons réagir avec nos forces armées. Renaud Girard, merci beaucoup. Vous amenez le sujet suivant, c'est-à-dire effectivement de la même façon qu'il y a des troupes dans les pays baltes, notamment françaises, pour dire aux Russes, attention, n'essaye pas parce que sinon ça se passera mal, faut-il faire pareil en Ukraine? Et vous en avez rejoint Michel Yakovlev, vous serez là aussi
ici pour en parler. Général Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major du chef, vous étiez le plus haut gradé français dans la chaîne de commandement opérationnel de l'OTAN. Merci beaucoup d'être là, Général Yakovlev. Rappelons d'abord la menace russe vue par Emmanuel Macron. 3000 chars d'ici 2030 supplémentaires, 300 avions, 300 000 hommes. On assiste à un moment où, Michel Goya, oui, la Russie est en train de monter en puissance. Au moment même où, théoriquement, on veut négocier avec elle continue à grandir. Oui, bien sûr, la Russie se renforce militairement. Si la guerre s'arrête, la Russie héritera d'une armée puissante, plus puissante qu'elle ne l'était en 2022. Le temps d'un peu de réorganisation, un peu de digérer la guerre, de faire du retour d'expérience, de s'entraîner, et elle redeviendra capable, et plus puissamment encore qu'en 2022, d'attaquer, de manger, donc pour reprendre la métaphore, de tenter de manger en tout cas notre pays. C'est pour ça ou peut-être même de revenir en Ukraine. C'est tout à fait possible. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Et, il faut dissuader, conventionnellement d'abord, la Russie de tenter quoi que ce soit d'autre. Ça suffit, c'est-à-dire que Vladimir Poutine est déjà le chef d'État contemporain qui a lancé le plus d'invasions, le plus de guerres, en 2008, en 2014, en 2015 dans le Donbass, en 2022. Voilà, maintenant il faut peut-être mettre un terme à cette série. L'effort de guerre des Russes, ce croiseur nucléaire russe, Amiral Nakhimov, a repris la mer après 28 ans d'activité. Alors il n'est pas neuf, hein. Mis en service en 88, le croiseur lance-missile à propulsion nucléaire Nakhimov devait reprendre la mer en août pour des essais après une très longue modernisation visant notamment à améliorer sa puissance de frappe. Il est un des derniers représentants de sa catégorie, le croiseur symbole de l'état de la vieillesse de la marine de surface russe. Sergueï Girnov, expliquez-nous ces paradoxes. Cette armée, par certains côtés vieillissante, vieillie, et en même temps, dit la France, de plus en plus dangereuse. Poutine a eu en fait la chance de tomber au moment, à son arrivée au pouvoir, où les prix ont flambé sur la scène internationale. Et donc du coup, les caisses qui étaient vides sous Yeltsin se sont remplies. D'ailleurs, on dit que c'est Poutine, en fait, il était pour rien. C'était plutôt la Chine qui était à l'origine de ça. Et donc, très rapidement, il a lancé les grands programmes, parce que c'est quand même par rapport à ça, il a eu la vision stratégique de renforcement de la Russie. Donc il a lancé les programmes de modernisation de l'armée, des forces stratégiques, des forces de la triade stratégique, et donc il a réussi dans le domaine de sous-marins. Les sous-marins, c'est quelque chose il a construit un certain nombre de sous-marins qui sont relativement modernes. En revanche, bien évidemment, la flotte russe, c'est la 3e flotte mondiale, après la chinoise et l'américaine. Et en fait, pour la maintenir, déjà, ça coûtait beaucoup d'argent. Et les Russes ne pouvaient pas tout faire. Je vous rappelle qu'ils ont failli acheter les frégates françaises parce qu'ils n'avaient pas, par exemple, la technologie. Vous vous souvenez, en 2008, avec Nicolas Sarkozy, parce qu'ils n'avaient pas la technologie pour produire les bâtiments de surface. Et donc, ils ont le fameux, par exemple, ils ont un seul porte-avions qui est un amiral Kuznetsov, qui est une vieillerie abominable, qui marche au diesel. Et quand il marche en océan, vous le voyez de l'espace, parce qu'il laisse une panache extraordinaire noire derrière lui. C'est pas bon pour le bilan carbone. C'est presque ridicule. Et donc, en fait, ils étaient en train de le moderniser. Ils ont mis 11 milliards de roubles dans la modernisation de ce Kuznetsov, et cette année, ils ont constaté que finalement, il va aller, on va le détruire. Et donc là, ils déterrent un autre vieux bateau. Bien évidemment, pour eux, c'est peut-être le moins cher, en fait. Mais vous vous souvenez, le symbole de ça, c'est le croisier Moskva, qui a été coulé par les Ukrainiens. La réaction des Occidentaux, en particulier des Américains, ça vient de tomber il y a quelques minutes, de hauts responsables militaires européens discutent du déploiement de F-35 américains en Roumanie, où l'OTAN construit sa plus grande base aérienne en Europe, pour dissuader la Russie de réenvahir le pays. On voit à quel point on vit des heures où, à l'OTAN, on va y revenir, ici, un certain nombre de pays européens essayent de trouver la parade pour dire à Poutine, tu n'avanceras plus. On t'a laissé une partie de la Géorgie, de la Crimée, peut-être une partie du Donbass, ou même le Donbass, mais c'est fini. Oui, mais ce sont des signaux très forts.
Mais pour en venir à l'armée russe, alors effectivement, il y a ce vieux matériel pour la flotte de surface qui est catastrophique. Et de fait, en mer Noire, ils ont réussi à perdre plus du tiers, voire la moitié de leur flotte, alors que les Ukrainiens n'avaient même pas de flotte. Mais en revanche, l'armée russe s'est modernisée sur beaucoup d'autres plans. Au niveau de l'organisation, au niveau du matériel. Le Financial Times reportait que tous les stocks de la Seconde Guerre mondiale, maintenant, sont épuisés, ce sont du matériel nouveau. Mais surtout, il y a un élément, et là je parle sous le contrôle du colonel, qui est quand même fondamental, c'est la Russie est prête à une guerre d'attrition pour laquelle nous, occidentaux, nous ne sommes pas prêts. Et notamment, je termine juste là-dessus, sur le fait qu'ils ont montré qu'ils sont prêts à sacrifier 200 000 hommes pour leurs objectifs. 1 million avec les blessés. Voilà, 1 million. Et donc ça, d'une certaine façon, c'est extrêmement dissuasif et là, par rapport vous nous aux amenez Occidentaux. vraiment au cœur du sujet. Regardons la carte, c'est Deep State, ce centre d'analyse tout à fait considérable, qui publie cette carte de ce qui est probablement le plan dominant de la part des Occidentaux sur le fait qu'ils seraient prêts à mettre un certain nombre de soldats. Et cette manière de dire, vous dites, on est prêt à perdre des hommes. C'était vous, notamment Michel Yakovlev et beaucoup d'autres généraux qui disent un aspect important de la crédibilité d'une puissance, c'est affreux à dire, c'est très cruel. Être prêt, Michel Goya, je vous donne tout à part Michel Yakovlev, à perdre des hommes. Ah ben oui, il faut incarner un peu cet accord. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas mis des soldats sur place en première ligne, prêts à mourir, en réalité, votre crédibilité, elle est légère, quoi. Elle peut exister, mais elle est légère. Et ça reste en 2025. Quand on va dans n'importe quel village de France, on voit ces monuments terrifiants où on voit souvent le même nom de famille parce que la guerre de 14 a tué 1,4 million de personnes, je crois. Et encore en 2025, le fait d'être prêt à perdre des hommes, ça reste un attribut de la puissance. Ou plus exactement, on place l'ennemi potentiel, parce qu'encore une fois, il s'agit de dissuader. Elle place l'ennemi potentiel dans l'obligation de tuer des soldats français, de tuer des soldats britanniques éventuellement. Et donc à partir du moment où vous commencez à tuer des soldats, vous combattez et que vous tuez des soldats français, ben là, de facto, vous êtes en guerre. Et donc il y a l'aspect purement technique, militaire, d'essayer d'arrêter les forces russes par le combat, mais il y a aussi cet aspect purement politique, d'escalade politique, c'est-à-dire que là, vous rentrez en guerre avec la France, on appelle ça une unité de détonateur. Bon, et ça peut... c'est dissuasif en soi, en réalité. Michel Yakovlev, vous qui avez été au cœur de l'OTAN, ce qu'on voit là, cette carte, est-ce qu'elle vous paraît un plan probable, possible, quand on voit que des troupes de réassurance, comme on dit, se trouveraient par exemple dans ces villes, Poltava, Dnipro, Kriviri, à 100 km, 200 km du front? À peu près. Oui, c'est beaucoup plus crédible qu'être échenillé le long du front depuis, je ne sais pas moi, 1 an. Je parle d'une force qui est en arrière, c'est une force de réaction, c'est une force de contre-attaque. Donc, il ne s'agit pas de la linéariser là, le long du front. Donc, ce n'est pas une force d'interposition. J'ai entendu sur une de vos interviews hier, avec un intervenant que je ne citerai pas, il parlait de force d'interposition. En l'occurrence, là, c'est un contresens. Il ne s'agit pas de s'interposer entre les Russes et les Ukrainiens. Ce n'est pas la finule au Liban, si vous voulez. C'est plutôt le modèle américain en Corée, être en arrière du front, en mesure de contre-attaquer. Alors on se met ce que les militaires appellent la poignée d'éventail, c'est-à-dire à un endroit bien placé pour partir vers le nord, vers le centre, vers le sud. Est-ce que ça serait sur une base, sur 3 bases, peu importe, c'est un dispositif sur le terrain, il est déjà un peu dispersé au sens pour pas être trop vulnérable à quelques frappes bien ciblées. Mais ce genre de centre de gravité, si vous voulez, à distance du front, hors de portée de l'artillerie normale, si j'ose dire, hors de portée d'une attaque aérienne surprise, couverte par un contrôle du ciel, parce que qui dit force au sol dit no-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Alors, au-dessus de l'Ukraine, s'il vous plaît, insistez là-dessus. J'aimerais que vous expliquiez ça. Michel Yakovlev, vous êtes sur ce plateau il y a déjà 2 ans. Vous étiez le premier à dire attention, disons les choses franchement. S'il y a des troupes au sol, elles doivent être, c'est toute une bulle, c'est toute une infrastructure de renseignement, d'appui aérien. C'est pas vrai. Il faut pas mentir aux gens que simplement on envoie 500 personnes et puis c'est fini. C'est un déploiement militaire de grande ampleur. Oui, de grande ampleur. Mais il ne faut pas oublier que les membres européens de l'OTAN
on fait des déploiements bien plus lourds en Bosnie et en Afghanistan récemment. Et l'Afghanistan est quand même beaucoup plus loin et n'était pas franchement un intérêt central des Européens. On l'a fait par amitié, par solidarité pour les Américains, à la demande des Américains. Donc là, on est capable de faire une masse sérieuse, suffisamment sérieuse pour compliquer la vie de Poutine s'il décidait de relancer la guerre. Il faut bien comprendre, ça, c'est pas pour mettre fin à la guerre, c'est pour éviter qu'elle ne reprenne. C'est un clic plus loin. Et Michel Goya l'a très bien dit tout à l'heure. On parle de dissuasion, ça doit être une force dissuasive. À une moindre échelle, j'ai participé à ça quand j'étais lieutenant à Djibouti. C'était une moindre échelle et il s'agissait de dissuader l'Éthiopie ou la Somalie de s'en prendre à Djibouti. On n'était pas sur la frontière, clairement. Quels seraient les pays? Bloomberg dit, je vous pose la question sur ce plateau, une dizaine de pays seraient prêts à envoyer des forces dans ce pays ravagé par la guerre. Alors on a vu que la France, évidemment, est en tête de liste. Les Allemands, sans doute. Qui d'autre? L'Estonie, la Turquie possiblement, la Hollande, la Hollande et comme les Allemands, ça hésite beaucoup. Non, la vérité, le Canada, pas de le dire, c'est qu'il y a l'Australie. Oui, alors possiblement, ils sont c'est des petits contingents à chaque fois. Mais... Oui. Mais non, il y a énormément d'hésitation. C'est-à-dire que c'est quoi l'OTAN sans les Américains? Et c'est quoi de s'engager sur ce genre de théâtre sans les Américains? C'est ça aussi la question qui est posée en ce moment. Et ça génère énormément d'hésitation. Si Donald Trump disait il y aura un petit contingent américain, même limité, voilà, tout le monde se presserait. Il se battrait pour être comme à la Maison-Blanche lundi. Mais sauf que sans les Américains, c'est pas la même chose. Parce que l'autre chose, c'est que même si ça se fait sans, et là je parle sous le contrôle du colonel Goya, sans drapeau otanien, sans officialisation, sans tampon otanien, ce sera une structure otanienne, structure avec du hardware, du commandement, de la coordination. Pour les Russes, donc sans les Américains, c'est compliqué. Est-ce que la crainte de l'affrontement direct avec les Russes demeure? Est-ce qu'on se rappelle, depuis le début de la guerre, c'est quand même ça, à tort ou à raison, qui retient les Européens? Est-ce qu'il est encore là? Il y a plusieurs choses. Oui, il y a la crainte d'un embrasement général. Il y a aussi les opinions publiques qui ne suivent pas. Lorsque vous voyez les opinions publiques européennes, même s'il y a un soutien pour l'Ukraine, un soutien pour l'aide à l'Ukraine, on ne veut pas qu'il y ait un conflit direct avec la Russie et qu'il y ait un face-à-face direct et qu'il y ait des combattants envoyés. Donc ça, il y a ces deux éléments qui sont importants. Et envoyer des troupes dans notre situation, quand vous voyez par exemple la France avec une dette colossale, dans une situation politique et sociale qui est assez particulière, ça va être difficile à assumer politiquement. Ça va être très très difficile à assumer politiquement. Et puis je pense qu'au-delà de ça aussi, les Européens se disent il doit y avoir une autre solution. Et cette solution, finalement, c'est notre joker. Et le joker, c'est les États-Unis. Et si le joker, il ne va pas jusqu'au bout avec nous, on ne va pas être capable nous-mêmes d'assumer, sachant que, comme ça a été dit, une guerre, c'est une vraie logistique. Si vous envoyez des gens, il faut avoir les munitions, il faut avoir les armes, il faut avoir les combattants qui sont entraînés pour faire de la guerre. Vous avez beaucoup de pays européens aujourd'hui qui ont des armes qui ne sont pas assez prêtes pour le combat, ou alors des armées de réservistes qui, évidemment, ne tiendraient pas même une semaine si elles sont envoyées au front en Russie. Général Yakovlev. D'habitude, je suis d'accord avec Gallagher-Fenwick, mais là, en l'occurrence, je vais prendre un peu le contre-pied. Pour moi, c'est une chance que les Américains ne veuillent pas en faire partie. C'est une chance pour l'Europe. Je ne suis pas d'accord avec l'argument que sans les Américains, on ne peut pas faire. Non, on peut faire beaucoup de choses sans les Américains. Commençons par se dire, entre volontaires, qu'est-ce qu'on met sur la table? Après, s'il y a des trous, on peut retourner voir les Américains. Mais en réalité, de l'infanterie, des chars, de l'artillerie, du renseignement, même des drones, du génie, des moyens de commandement, il faut savoir que les bataillons de transmission de l'OTAN, c'est des membres européens de l'OTAN qui les arment. Ce matériel est stocké à Naples et à Brunssum, aux Pays-Bas. C'est nous, c'est déjà nous, en fait. Et autre avantage d'une coalition de volontaires, c'est qu'en réalité, on pourra faire le ménage des volontaires. Par exemple, on vient d'évoquer la Turquie. Très franchement, si c'était moi qui avais le choix à faire, je ne préférerais pas avoir les Turcs dans ce dispositif parce qu'ils auront des restrictions telles et un contrôle tel que la crédibilité d'intervention de cette force
dans l'état actuel des choses, elle serait discutable. Alors, en revanche, les Australiens, il y a une petite musique des Australiens. Il y a plusieurs réactions sur ce plateau à ce que vous dites. D'abord, juste pour attirer l'attention sur la posture, vous parlez de la crainte. On pense que la Russie ne peut pas perdre cette guerre parce que c'est une puissance nucléaire, en fait. Donc, par contre, moi, je voulais juste rappeler que dans l'histoire, il y a eu des pays nucléaires avec puissance nucléaire qui ont disparu de la carte du monde, et notamment l'ancienne Union soviétique, en fait. Comment ça s'est passé? Par un effondrement de l'intérieur. Et donc, n'oublions pas quand même qu'avant d'aller dans l'affrontement au combat, on n'a encore pas exploré jusqu'au bout les sanctions économiques. La situation économique aujourd'hui en Russie, et il y a une contraction très très forte. Les sanctions au bout de 3 ans et demi, c'est quand même assez cyclique, ça n'agit jamais tout de suite, en fait, dans l'immédiat, mais maintenant, c'est des prévisions de 0,9% du PIB pour 2025. Encore un coup de pression sur les sanctions, et c'est là que Donald Trump peut aussi agir avant d'aller à la bataille vraiment sur le terrain. Encore un coup de pression, et la Russie peut aussi finir avec le sort de l'ancienne Union soviétique. Poutine, en fait, j'arrête, il veut revenir au XXe siècle, ressusciter l'Union soviétique, mais je pense qu'il y a des chances que Poutine fasse en sorte que la Russie finisse comme l'Union soviétique, avec un effondrement de la Fédération de Russie. Il y a tout un tas de territoires qui souhaiteraient avoir la liberté et l'autonomie, et peut-être qu'un jour ça arrivera. Non, pour en venir au déploiement de cette force, si elle se fait, ce sera contre Poutine, en lui tordant plus ou moins le bras, en le mettant devant le fait accompli. Donc il est évident que cette force sera testée par les Russes de façon explicite. Alors ça va être des drones, ou ça va être des trucs où on dira non, c'est pas nous, c'est pas un drone à nous, etc. Mais elle va être testée. Donc le risque d'escarmouche, voire d'engagement plus important, est réel. Et c'est là-dessus que, effectivement, le général Yakovlev a raison de dire que les Européens ont beaucoup de moyens. Tout ça, c'est extrêmement vrai. Mais malgré tout, faire ça sans second filet, sans cette garantie américaine en second filet, c'est quand même extrêmement hasardeux, et c'est la raison pour laquelle tout le monde traîne les pieds. Clairement, votre prévision, si les Russes refusent et si les Américains n'aident pas, est-ce que les Européens iront mettre des troupes de réassurance dans ces conditions-là? Les Français, oui, mais à part eux, franchement, je vois pas énormément. Même les Britanniques n'iraient pas sans les Américains. Et si les États-Unis restent avec la défense aérienne et assurent les renseignements, la coalition des volontaires... Ça veut dire que les Américains, ils y sont. Ils ont quand même annoncé que c'est Donald Trump, il fait beaucoup d'annonces, mais derrière... Les Russes déjà ont dit que pas de troupes de temps sur le sol ukrainien, ils refuseront. Et si de telles troupes se trouvent en Ukraine, les Russes les considèrent comme en guerre contre la Russie. C'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, les Européens prendront le risque? Alors, d'abord, oui, alors, les Russes disent c'est pas d'Ukraine dans l'OTAN, mais pas d'OTAN dans l'Ukraine. Pas de troupes de l'OTAN dans l'Ukraine, ce qui est assez logique dans leur vision des choses. Maintenant, si effectivement une force solide européenne suffit à dissuader la Russie d'attaquer l'Ukraine, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Pourquoi parce qu'on a eu peur. Et on en continuera à avoir peur. Voilà. Et on aurait pu même le faire, moi je l'avais proposé à l'époque, en 2014. Dès qu'il y avait une concentration de force à la frontière, menace explicite, j'ai dit, écoutez, déployons-nous. Alors, général Yakovlev était à Djibouti, mais il y a un autre exemple, c'est au Tchad, 1983. La Libye menace le Tchad. On se déploie très vite et on a une force qui est face au milieu du Tchad, face à la Libye, et on leur dit maintenant on est là. Donc si vous voulez attaquer, vous êtes obligés de nous passer dessus et de nous faire la guerre. Est-ce que vous faites ou pas? Bon, et finalement ça s'est bien terminé pour nous. Mais en l'occurrence, c'est le fait aussi d'agir en coalition. C'est toujours plus compliqué. Alors, chaque fois que vous allez parler à des militaires de la constitution de cette force, vous allez voir des gens extrêmement prudents et assez désabusés. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit un peu au début, vous allez avoir une usine à gaz qui va se monter et au bout du compte, les quelques soldats qui seront véritablement prêts en mesure de prêt à combattre, il y en aura qu'une toute petite partie. Je termine. Point de vue purement technique, alors moi je pense au maximum, on pourrait peut-être réunir 20 000 unités de combat. Bon, en Ukraine ou probablement plutôt en périphérie, mais la vraie plus-value, en réalité, c'est la force aérienne. Oui. Ça c'est une plus-value parce que on peut là faire mal aux Russes. On peut défendre le ciel, bien sûr, mais en plus on peut faire très mal aux Russes. Il y a une vraie supériorité. Et même les Européens, même entre Européens, Britanniques, Français, on peut faire des choses en la matière. S'il y a les Américains, c'est évidemment encore mieux.
Juste un petit mot. Agir en coalition, c'est toujours difficile. D'ailleurs, il y a une très jolie phrase du général Foch qui disait « Depuis que je commande une coalition, j'ai moins d'admiration pour Napoléon. » Regardez à quel point on dit il faut que les Américains y soient. Hein. Vous insistez là-dessus. Je suis forcé de vous poser la question, général Yakovlev. Vous avez eu des mots très durs sur vos amis américains. La révélation du jour, elle concerne le fait qu'ils sont déjà en train de surfacturer de 10% les armes qu'ils vendent aux Européens pour qu'ils soient revendus aux Ukrainiens. Secrétaire au Trésor américain sur Fox News, qui se régale en disant à son électorat surtout, aujourd'hui déjà, nous vendons des armes aux Européens qui les revendent ensuite aux Ukrainiens et le président Trump prélève une marge de 10% sur ces armes. Ces 10% couvriront peut-être déjà, c'est une sorte de provision sur la future couverture aérienne qu'on pourrait donner. Ça paraît vertigineux pour vous, comment est-ce que vous le comprenez ? Depuis le début, enfin depuis 70 ans, les Américains, la contrepartie de la protection américaine en Europe, c'est un racket économique, entre autres par le biais du matériel militaire. Donc c'est pas une nouveauté. Scott Bessent, il a l'avantage de le dire ouvertement. Voilà. Trump fera quelque chose pour nous si nous acceptons son racket. Voilà. Ça veut dire quoi ? Nous sommes un protectorat ? C'est un mot poli. Protectorat. Qu'est-ce qui serait encore plus direct ? Les esclaves. Vous me prenez un peu de cours là, mais si vous voulez, moi j'ai connu le protectorat américain qui avait quelque chose de sympathique. Le protectorat de Bohême-Moravie avec Heydrich, représentant de Hitler, c'est un autre emploi du mot protectorat. On n'en est pas là tout de même. Non, faisons pas ce genre de comparaison. Là, on déraperait si on faisait ça. Mais franchement, est-ce que vous considérez qu'il y a une forme de mise sous tutelle ici qui est en train vraiment encore de grandir par rapport à ce qu'il y avait ? Et c'est justement pour ça que si nous faisons cette force sur une base européenne, avec d'autres que les Européens, les Canadiens, les Australiens par exemple, voire les Néo-Zélandais, et qu'on le fait avec les procédures de l'OTAN et en employant certains outils de l'OTAN, mais dans ces outils de l'OTAN, ce sont déjà aujourd'hui des Européens, je pense au système de transmission, ça sera le début de l'autonomie stratégique européenne. Faut quand même être capable d'assumer ce qu'on veut faire. Maintenant, sur le débat qui a eu lieu, je crois qu'on se trompe de temporalité. La question, c'est un cessez-le-feu, et quand il y a un cessez-le-feu, cette force de garantie empêche la reprise du conflit. C'est ça la dissuasion dont parlait Michel Goya tout à l'heure. Donc c'est pas à l'heure actuelle, la guerre continue et on se déploie en Ukraine. C'est pas ça la temporalité. Et elle ouvre quand même d'autres horizons politiques. Et moyennant quoi, je ne veux pas passer sous silence ce qui a été dit, entre autres, par exemple, par Marc Semo, avec beaucoup de justesse, c'est que tout ce dont on parle, il faut quand même un minimum de soutien populaire et politique dans nos pays. Et convertir le soutien à l'Ukraine en engagement en Ukraine, c'est pas donné. Donc moi je répondais à la question au sens militairement, ça ressemblerait à ça, c'est techniquement faisable et ça serait déterminant. Général Yakovlev, merci beaucoup. Général Yakovlev. Reste à le vendre à nos opinions. Autre sujet. Et on va avancer, puisque là, Poutine a non seulement, selon le président de la République, c'est cet ogre qui voudra toujours plus avancer, mais il a des alliés puissants, notamment la Chine, qui est en train, de son côté, elle n'est pas sur la photo pour l'instant, la Chine, mais elle l'est à sa façon. Regardez ces exercices, les soldats participant au défilé suivent un entraînement intensif, oui, en l'occurrence des soldats, dans une base militaire située dans la banlieue nord de Pékin. Ce sera le grand défilé militaire prévu le 3 septembre pour marquer les 80 ans de la capitulation du Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez ce que Exet, le secrétaire à la défense américain, dit sur la montée en puissance très menaçante de la Chine. Nous le savons. Il est de notoriété publique que Xi Jinping a ordonné à son armée d'être en mesure d'envahir Taïwan d'ici 2027. L'armée chinoise est en train de constituer les forces militaires nécessaires pour le faire, s'entraînant chaque jour et répétant le scénario pour le jour J. Voilà. Quand on dit Poutine prépare la guerre d'après, est-ce qu'il la prépare après avec toujours la Chine en appui?
Oui, probablement, mais je pense que c'est quand même deux théâtres parallèles et très différents. C'est vraiment deux fronts, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'Italie et l'Allemagne qui avaient des visions très différentes du conflit. Donc je pense, oui, alors cette armée chinoise, elle se prépare massivement, elle progresse très vite, elle s'autonomise complètement, très largement autonomisée maintenant du soutien russe en réalité, c'est-à-dire que les avions chinois maintenant sont supérieurs aux avions russes. Voilà, la technologie chinoise, sauf peut-être encore dans quelques domaines, ne dépend plus, n'a plus rien à apprendre en tout cas des Russes. Donc ils sont en train de construire leurs forces méthodiquement, assez massivement, et plus vite que les Américains en face ne sont en train de construire des parades. Et c'est ça qui inquiète beaucoup les Américains, effectivement. Les Chinois vont plus vite qu'eux, et à tel point qu'il peut y avoir un doute à partir de... déjà, même si les Chinois attaquaient Taïwan, tous les scénarios que l'on a, tous les wargames que l'on fait montrent qu'ils échoueraient, si les Américains intervenaient, bien sûr, mais ça serait très cher pour les Américains, le paieraient très cher. Et avec le temps qui passe, ils le payent de plus en plus cher. D'où peut-être l'idée qu'ils finiront peut-être par hésiter très fortement avant de s'engager. Et donc on est dans les années à venir, effectivement, un point de convergence, une faiblesse américaine, les Américains sont assez conscients, et un point fort chinois, qui sera un moment extrêmement dangereux. Alors, je ne veux pas dire que les Chinois vont attaquer pour autant, mais ce sera très dangereux. Ouais. L'autre scénario, et c'est le fameux piège de Thucydide, c'est précisément pour ne pas avoir à attendre qu'ils atteignent un niveau où ils deviennent trop difficiles, trop à contester, de le faire dès à présent. C'est-à-dire ne pas attendre que l'arsenal ne s'épaississe et que les connaissances s'accumulent, mais leur casser les reins, si vous me permettez cette odieuse expression, avant qu'ils ne prennent leur envol et qu'ils décollent complètement, ce qui la est logique, déjà très largement le en cas. petit qu'il y a eu face à l'Iran, c'est-à-dire à un moment donné, les États-Unis, Trump dont on disait il est pacifiste, Trump, pour c'est l'intérêt supérieur des Américains, a frappé très durement l'Iran avec les B2 en se disant c'est maintenant, c'est pas dans... Voilà, en tout cas... D'accord, on est à une autre échelle quand même. C'est face à une puissance nucléaire. Oui, c'est autre chose, mais même pour la Chine, je pense qu'on a déjà dépassé ce moment où les États-Unis peuvent en réalité contenir ces ambitions chinoises, parce que la Chine a fait un saut énorme, ne serait-ce qu'en 10 ans. Ils ont fait un saut technologique qui est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. La Chine et les Chinois sont aujourd'hui absolument en train de se préparer pour une invasion de Taïwan. C'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose dont ils parlent même dans la vie de tous les jours. Moi, j'en parle avec des amis chinois qui disent mais évidemment que ça va se faire, et on sait qu'en réalité, ce sera plié rapidement. En tout cas, selon leur version, ce sera plié rapidement, parce que la Chine a mis les moyens et met les moyens. Selon les chiffres officiels, la Chine, cette année, c'est plus 7% dans le budget de la défense, et c'est les chiffres officiels. Très probablement, c'est beaucoup plus que ça. C'est peut-être même 20% de plus, voire 30% de plus. Il y a eu des exercices très importants cette année qui ont permis à la Chine aussi de montrer sa volonté, sa détermination, avec le fameux exercice, le tonnerre du Détroit, où vous avez eu des exercices militaires vraiment de grande ampleur qui ont montré, qui ont servi à montrer au monde que la Chine était prête à faire face, sans compter en plus les centaines, chaque mois les centaines d'avions qui passent par ces zones d'identification. Est-ce que l'art de manœuvre de Trump va servir? Écoutez-le, là, dans les réunions notamment à Washington, il disait moi je me prépare déjà. Alors il est un petit peu en fatigue, il dit j'ai déjà résolu 6 guerres et vous allez voir, de ça aussi je vais m'occuper. Nous avons arrêté 6 guerres sans cesser le feu. Je crois que la paix est possible, et à court terme, très prochainement. Je me suis impliqué dans beaucoup de conflits, et celui-ci est le dernier à régler. J'imagine que d'ici la fin de la réunion, il y aura une nouvelle guerre, et j'essaierai de l'arrêter. Mais en tout cas, cette guerre est très complexe et difficile. Voilà le Trump suractif. Et écoutez la suite, c'est sa porte-parole très appréciée de lui, Madame Leavitt, Caroline Leavitt, qui dit il veut pas seulement le prix Nobel, on sait que c'est son obsession, mais il veut même accéder, alors c'est sur le style plaisant, peut-être au paradis.
Le président a déclaré ce matin sur Fox News qu'il recherchait en partie la paix afin d'aller au paradis. Était-ce une plaisanterie ou y a-t-il une motivation spirituelle derrière ces accords de paix? Je pense que le président était sérieux. Je pense que le président veut aller au paradis, comme nous tous ici présents, j'espère. Voilà, Caroline Leavitt, qui on le rappelle, est très pieuse, très catholique. Elle prie avant chaque... je ne sais pas si elle est catholique ou luthérienne d'ailleurs, mais elle prie avant ses interventions. Oui, évangéliste, oui. Ben alors effectivement, je pense qu'il y avait quand même une dimension peut-être un peu d'humour de la part de Trump qui, quoi qu'il en dise, et même s'il se considère sauvé par Dieu parce que la balle lui a juste frôlé l'oreille, est quand même un rapport assez lâche, disons, avec la religion. Mais après, il s'adresse à son électorat, en fait. Et voilà, on est sur la géopolitique, les relations internationales, mais il faut quand même qu'il n'oublie pas ses Américains. Et comme la religion aux États-Unis a une place très importante, on ne peut pas regarder cette scène avec nos lunettes à nous, françaises. Je voulais juste attirer l'attention sur quelque chose de très important, parce que peut-être qu'on va revenir encore sur notre regard qu'on porte sur Donald Trump. Bill Clinton, récemment, a fait une déclaration en disant qu'il regrette énormément d'avoir forcé les Ukrainiens de renoncer à l'arme nucléaire, parce que quand il voit effectivement ce qui se passe maintenant, c'est une catastrophe. Et moi, je me suis posé la question, mais attends, Clinton en 1994, Obama en 2014 n'a pas réussi à empêcher l'annexion de la Crimée, Biden en 2022 n'a pas réussi, n'a pas fait suffisamment pour dissuader, pour éviter l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et si Donald Trump, en 2025, arrive à corriger d'une certaine façon, à s'imposer, à, je sais pas, à jouer le rapport de force et à essayer de faire reculer Poutine quand même, et en corrigeant les erreurs de ces présidents démocrates avant, bah alors il aura droit tant mieux. Pas seulement au prix Nobel. Là, vous lui Nobel, offrez le paradis. Il ira au paradis. Alors, il se passe comme des choses, pardon, parce que regardez, vous avez en face de vous Sergei Girnov, le spécimen Sergei Girnov, ancien commandant du KGB. Yakov s'appelait-il pendant qu'il était jeune. Voilà. Quand il y avait le jeune Michel Goya là, dans son mur de Berlin, et vous étiez le jeune Yakov à Moscou. Je vous entendais vous demander où ils étaient quand à la chute du mur de Berlin. Oui. Moi, j'étais en 3e classe à l'école. Et alors, ça vous a ému? Grâce à cette chute du mur de Berlin, j'ai eu la possibilité après de venir faire des études en France et comme tout un tas d'autres, la jeunesse ukrainienne. Et vous voilà ici ce soir. Et vous voilà. Sergei Girnov, d'habitude. Moi, j'étais en novembre 89. J'étais capitaine déjà donc au KGB et j'étais en France dans la Drôme et j'étais membre du jury du Festival international des films de descente de rivière. Mais donc, c'était votre couverture. Ah ouais. Non. Si. Ah oui. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver un petit essai un petit extrait. Petite coupure de l'INA, en fait, des archives, où j'ai l'air angélique en parlant de la langue française et de la civilisation. On va rechercher. Si on a les droits, on la passera. On la passera très vite, c'est promis juré. Ouais. Vous qui étiez si critique à l'égard de Trump, je dis ça sans vous charrier, c'est intéressant. Et je reste. Et vous restez, mais dans un certain nombre de domaines, comme vous dites, non, peut-être qu'on peut espérer en lui. Je reconnais toujours quand il avance et quand il fait quelque chose. Vous savez, Arménie-Azerbaïdjan, même s'il est pour rien dans le règlement du conflit, mais il était celui qui a réussi à réunir ces deux pays qui se menaient la guerre depuis 35 ans. Et c'est dans le bureau ovale, dans la Maison-Blanche, qu'ils ont signé un accord. Et ça, je le reconnais. Je reconnais aussi que Trump, c'était lui qui a essayé de mettre les sanctions sur le Nord Stream 2 quand il était dans sa première cadence, et c'est Biden malheureusement qui a remis le truc. Et ce que vous dites là, évidemment, son électorat le ressent, alors là, 200%. Regardez ce clip, c'est la Maison-Blanche qui l'a diffusé, évidemment à la gloire du patron, et avec quelques arguments ces dernières heures, puisqu'effectivement, son bureau ovale est le centre du monde. Chaque jour, je me réveille déterminé à offrir une meilleure vie à tous les citoyens de ce pays. Je suis votre porte-parole. Il y a un petit point très Voilà, qu'est-ce qui se passe autour de Trump? La temporalité qu'il est en train d'imposer, qui est de vendredi en vendredi en vendredi, il veut des résultats comme un homme d'affaires en fait. On se donne des objectifs et on fait des comptes rendus. Cette temporalité qui est extrêmement agile et rapide, elle est contrairement à l'opposé en fait de la temporalité de Poutine qui veut gagner du temps. On n'aura ni cessez-le-feu, on n'aura pas les sommets bilatéraux, on n'aura pas d'accord de paix parce que Poutine n'a pas renoncé d'un iota sur sa liste de revendications. En fait, ça n'a rien bougé. Et
donc, c'est que le rapport de force et les sanctions économiques qui doivent fragiliser pour qu'ils aient moins de ressources pour éviter de faire soulignons ce que vous dites là, c'est-à-dire que chez Trump, il y a un art de bousculer tout le monde. Soyons francs, il méprise presque tout le monde, avec raison parfois. Voilà. On lui rend un numéro il bouscule tout le monde, y compris Poutine. C'est-à-dire son tempo n'est pas favorable forcément à Poutine. Ce qui prouve que l'égo-diplomatie en direct télé est quelque chose qui peut marcher. Parce que non seulement c'est le centre du monde, le bureau ovale, mais c'est le centre du monde que vous voyez en live. Mais on peut parler pas en même temps. On peut parler de géopolitique hyper agile, en fait. C'est-à-dire, le 21e siècle, le temps va très vite, les technologies, la communication. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 15 août en Alaska et le 18 à Washington? Ça aurait été impensable il y a 20 ans, en fait. Parce que, et c'est quand même très important de voir que cette alliance ukrainienne-européenne a réussi à recadrer quand même ce qui sortait de Alaska en espace d'un week-end. Allez-y, je vous en prie. Non, simplement, Donald Trump, en fait, ce qui fait sa force et ce qui fait que même des gens comme Poutine sont prêts à discuter avec lui, c'est son imprévisibilité. C'est quelqu'un qui est imprévisible et en politique, comme dans le monde militaire, c'est extrêmement important. Mais par contre, il ne faut pas non plus se leurrer. Si vous avez remarqué les éléments de langage, Donald Trump et son équipe, y compris Marco Rubio, secrétaire d'État, sont en train de dire on est en train de discuter sur cette question-là, on verra s'il y aura une solution ou pas, on verra s'il y a une paix ou pas. Et Marco Rubio qui ajoute si jamais il n'y a rien qui sort de ces échanges, eh bien, on verra combien de temps encore le président est prêt à mettre sur cette affaire. Et en plus, Donald Trump qui dit, écoutez, on vous a mis, on a réussi à faire en sorte que Poutine vienne discuter. C'est historique. On a réussi à avoir éventuellement un échange. Maintenant, c'est à vous de vous débrouiller. Et si vous écoutez les éléments de langage de Trump et de son équipe, c'est, nous, on est là juste pour médier, pour faire la médiation. Le reste, c'est à vous de décider. Donc, ça veut dire la victoire. Ça va être pour nous, parce que c'est nous qui l'avons initié. Mais attention, la défaite, ça ne va pas être pour nous. Et peut-être qu'à un moment, il va y avoir un désengagement de Donald Trump sur cette question-là. Il va se laver les mains et se dire, moi, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, je vais me concentrer sur autre chose, notamment la Chine. L'autre élément qui déstabilise énormément, je pense notamment les Européens, mais pas seulement, parfois des membres même de son administration, c'est que Donald Trump fait les choses à l'envers. D'abord, il communique, et ensuite, il faut faire le travail pour que la réalité finisse par se conformer à ce qu'il a annoncé. Donc, typiquement, il fait un grand sommet qui s'appelle Pursuing Peace, poursuivre la paix. Moi, je déclare qu'il y a la paix. Et vous avez tous ces chefs d'État qui s'y rendent et qui, normalement, arrivent après que des Sherpas, des personnes dont c'est le boulot, aient fait, et mis les mains dans le cambouis afin de pouvoir avoir de la granularité, de la chair sur les os de ce qui va être discuté et annoncé. Donald Trump, c'est l'inverse. On annonce et après, vous travaillez pour faire en sorte que la réalité corresponde à ce que j'ai annoncé. Et ça, c'est quand même extrême. Ouais, alors c'est une stratégie. Je ne suis pas certain qu'elle paye dans le monde réel. Et ce que ceux qui n'aiment pas appellent populisme, mais que lui revendique, sauter des corps intermédiaires. Comme vous dites, les conseillers, les Sherpas, les diplomates, tout ça on écarte. Et c'est pour ça qu'il adore les réseaux sociaux. C'est « je travaille à l'instinct ». Il n'arrête pas de la répéter. Et ce qu'on n'a pas compris, je pense, en Europe, aux États-Unis, vous avez plusieurs mouvements qui se sont faits. Clinton, c'était un mouvement politique. Obama, c'était un mouvement politique. On a mis de côté Donald Trump depuis 2016 en disant que c'était juste un épiphénomène, que c'était une réaction, que c'était une conséquence de mauvaises choses. Mais en fait, Donald Trump, aujourd'hui, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Il représente aux États-Unis un vrai espoir pour beaucoup d'Américains. Il y a une adhésion. C'est pas simplement un vote de rejet. C'est pas des gens qui se disent on déteste l'establishment. Il y a vraiment une adhésion de la part de personnes, même qui au début ne le soutenaient pas, qui ont été convertis. Regardez juste son cabinet d'aujourd'hui. La moitié, c'est des gens qui l'insultaient il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, Donald Trump, c'est un mouvement et comprendre sa force et sa stratégie, c'est déjà pouvoir lui faire face en tant qu'adversaire. Regardez là le tableau qu'il a montré au chef d'État et de gouvernement qui étaient là, puisque c'est le nouveau tableau qui est là, toujours, évidemment, dans le style héroïque. Et il est revenu sur la scène emblématique. Vous étiez là en direct, c'est un des moments les plus forts qui a été vécu sans doute avec vous, Gallagher Fenwick. Le fight, quand il est... Tentative d'assassinat le 14 juillet. Voilà. Tentative d'assassinat à Butler. Et c'est toujours un moment fondateur pour lui. Et il l'a fait partager aux chefs d'État et de gouvernement. Ce n'était pas une bonne journée. Il revient toujours à ça, le survivant. Je me trompe sans doute, je n'avais pas vu cette scène, il me semble que c'est le tableau que Poutine lui a offert, soi-disant,
aurait fait faire par un artiste russe et que Witkoff aurait ramené. Alors on a vérifié, c'est pas exact, c'est la même scène, mais c'est pas le Parce même que je sais que le tableau il est affiché à la Maison Blanche. Il n'a pas la même dimension. Oui. Vous voyez l'agent du KGB, en mémoire. Alors justement, l'agent du KGB, moi ce qui m'intéresse, c'est que on peut discuter sur le goût, le mauvais goût, l'ego, le narcissisme, etc. Mais Donald Trump, en faisant cela, il donne quand même une des clés majeures pour toute personne ennemie et adversaire qui cherche ses faiblesses, c'est cet ego surdimensionné qui le rend très exposé à la possibilité de le manipuler. Beaucoup parlent de la flatterie, la flagornerie, etc. C'est que là, quand vous essayez de faire le portrait psychologique de la personne que vous avez en face de vous, parce que vous êtes dans un rapport de force et que vous avez besoin d'actionner certains leviers, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est... Alors lui, c'est tout ça. Et alors là, c'est criant et ça le rend plus facilement manipulable. Il est très facile à manipuler. Hein. Mais son soutien fait que, en réalité, tant qu'il aura sa base MAGA, tant que les gens voteront pour lui, tout le monde le soutiendra. Et son problème, c'est que s'il disparaît, lui, son mouvement... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J.D. Vance pour moi. Et c'est super intéressant. J.D. Vance qui arrive, qui est très insistant là-dessus. Hein. Vous pourrez lire peut-être, le président République nous a donné une interview pour Paris Match, qui paraît ce jeudi, où il dit attention, méfiez-vous, ceux qui sous-estiment Trump, il a une intelligence du résultat. Tout ce que vous dites est vrai. Il peut le flatter, etc. Mais il a des buts. Illustration de ça en politique intérieure. Regardez cette scène tout à fait saisissante, qu'on l'approuve ou non. La politique contre la migration illégale. Il est en train de la mener avec une brutalité qui est impensable. Regardez le mur, le fameux mur d'arrêt de ces migrants illégaux qui est au sud des États-Unis. Il le repeigne en noir. Est-ce que quelqu'un sur ce plateau peut comprendre pourquoi? Non. Parce qu'il est chaud, il sera chaud et ce sera impossible de le toucher. Regardez la cruauté de Sergei Janov, vous avez vu, vous êtes celui qui comprend tout de suite. Oui, parce que par les fortes chaleurs qu'il y a à la frontière du Mexique, il soit si chaud il y aura 60 degrés. Que les migrants n'osent même pas, parce que le noir absorbe la chaleur. On peut lire la déclaration, c'est sa secrétaire à la sécurité nationale qui est allée elle-même contrôler ces opérations de peinture. Avec les températures élevées, lorsqu'on peint quelque chose en noir, ça devient plus chaud, il sera encore plus difficile pour les gens d'escalader. Alors, il va jusqu'au bout dans ses projets, dans une dimension qui est inimaginable en Europe. Personne n'oserait faire ce genre de choses. Oui, déjà, on n'établit pas des murs comme ça, mais j'étais en train de réfléchir aux parades. Comment réfrigérer, finalement. Très grande échelle ou un tunnel. Non, mais avec une lance incendie. Oui. Mais vous dites, en Europe, personne ne ferait ça. C'est ce que Viktor Orban mais surtout en Creuset. a fait. Enfin, il y a des gens qui, on vit une époque du murisme, c'est-à-dire cette idée que les murs, les frontières, les barrières vont nous protéger face à tous les maux qui nous guettent et qui sont souvent incarnés par cette figure épouvantail qui est le migrant et qui est responsable de notre déclin, de l'inflation, de l'insécurité, tous les problèmes. Donc si, en Europe, on est fan de murs également. Hein. Est-ce que cette brutalité de Trump, elle est possible contre Poutine? Est-ce qu'à un moment, selon vous, il est possible qu'il soit aussi brutal? Quand il aura ras-le-bol et quand il aura fait lui-même la balance, parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue, c'est de montrer à Donald Trump qui veut et qui ne veut pas la paix en réalité. Regardez Poutine lui dit des choses, mais il ne les fait pas. Il ne fera pas les rencontres, il y a tout un tas de choses. Et à un moment, il va finir par en avoir ras-le-bol et par sentir soit qu'il perd le contrôle, soit qu'on l'humilie. Et il faudra qu'il réagisse, soit avec les sanctions, ne serait-ce que déjà s'être associé en fait, à cette alliance renforcée avec la coalition, c'est déjà un sacré truc. Si en plus, s'il se lance encore sur une bataille médiatique, en fait, pour dire, lui, avec ses propos à lui, que c'est Poutine qui, de facto, est l'empêcheur de faire la paix, ça va avoir un impact. Un test qui va être de plus en plus là, c'est les provocations de la Russie contre l'Ouest. Regardez ce qui s'est passé à la frontière de la Pologne, et pas seulement la frontière, puisque le drone a pénétré, ce drone russe, et on verra que c'est un drone Shahed, a pénétré de 100 km à l'intérieur même de la Pologne. Réaction évidemment extrêmement outrée du ministre de la Défense de Pologne.